Madame, Messieurs, bonjour. Bienvenue à Mongozi TV. Très heureux de vous savoir à l'écoute. Mongozi TV vous présente des émissions qui s'adressent essentiellement à la jeunesse africaine, qu'elle soit sur le continent ou éparpillée au sein de la diaspora, dans une perspective de développement socio-économique pour notre cher continent. My husband has been fighting for the liberation of the African people. I shall never lose hope, and my people shall never lose hope. In fact, we expect that the work will go on. Dans ses mémoires publiés en 1981, l'agent secret Gordon White dévoile son implication dans un complot pour faire évader Mandela en 1969, alors que le groupe de comploteurs avait été infiltré par White pour le compte du gouvernement sud-africain. Celui-ci voulait que Mandela s'échappe pour qu'il puisse ensuite être abattu pendant la poursuite. Le complot avait cependant été déjoué par les services secrets britanniques. En 1971, au bout de ses 7 ans de prison, Nelson quitte la carrière de Shaw et est transféré au ramassage de guano. Le 6 décembre de la même année, l'Assemblée générale des Nations unies en séance plénière déclare l'apartheid crime contre l'humanité. Au début de l'année 1976, il reçoit pour la première fois la visite d'un membre du gouvernement sud-africain. Le ministre des prisons Jimmy Krieger vient lui proposer une libération à condition qu'il se fixe au Transkei, alors dirigé par Kaiser Matanzima, neveu de Mandela, condamné par celui-ci pour son soutien passif à l'apartheid. Nelson refuse cette offre, fait part de ses revendications et pose la question de sa libération en évoquant au passage l'histoire de plusieurs héros de la cause nationaliste africanaire, un temps même condamnés pour haute trahison puis finalement graciés. Il décline même toute rencontre avec Matanzima de peur que cela légitime les Batoustans auprès de la communauté internationale. Par ailleurs, le 16 juin 1976 éclatent les émeutes de Soweto, qui est une nouvelle étape dans la contestation et la répression. En septembre 1977, Stephen Biko, fondateur du mouvement de conscience noire, meurt torturé en prison par la police. En octobre, le Conseil de sécurité des Nations Unies, avec la résolution 417, condamne vigoureusement le régime raciste sud-africain et demande la libération de toute personne emprisonnée au titre de lois arbitraires sur la sûreté de l'État et pour leur opposition à l'apartheid. En novembre, avec la résolution 418, il impose un embargo sur les ventes d'armes à destination de l'Afrique du Sud. Nelson Mandela ainsi que d'autres personnes sont placées en isolement carcéral où radios et journaux sont interdits ou censurés. Le plus dur pour Olilala a été d'être coupé de sa famille. Il souffrait en particulier de ne pas voir son fils aîné Tambi qui avait 16 ans lorsqu'il fut condamné. Tambi ne lui écrivait même pas. Il s'est marié très jeune et eut des enfants et trouva la mort dans un accident de voiture en 1969. Néanmoins, Nelson envoya une lettre de condoléances à la mère Evelyn. Quant à sa seconde épouse, persécutée par la police, Winnie eut le droit de le voir pendant une demi-heure qu'en août 1964 sous surveillance. On lui autorisa une deuxième visite 2 ans plus tard seulement. Il décida de mettre leurs deux filles en pension dans une école multiraciale du Swaziland. Winnie put encore revenir avec leurs 2 filles pour lui rendre visite en décembre 1975. Mandela et son épouse avaient l'autorisation cependant de s'écrire et elle resta jusqu'à sa libération sa fontaine de jouvence et sa principale source d'information politique. Pendant son emprisonnement, Nelson Mandela a étudié toutefois par correspondance à l'Université de Londres via son programme externe et reçoit un diplôme de Bachelor of Laws. Il est également par la même occasion présélectionné pour les titres de chancelier dans cette université qui finit toutefois par être attribué à la princesse Anne du Royaume-Uni. Sur le fond, la situation resta bloquée pendant les années qui suivent. Paradoxalement, avec la pression morale exercée sans relâche par tout le continent africain, mais aussi avec les sanctions internationales qui frappent l'économie sud-africaine à partir de la fin des années 1970, les temps jouent en faveur de Mandela. Transfert de prison et les premières négociations. En mars 1982, Mandela est transféré en compagnie des principaux dirigeants de l'ANC à la prison de Portsmouth, dans la banlieue du Cap, avec des conditions de vie moins rudes.
Cela était envisagé à un moment que ces transferts avaient été réalisés afin d'éloigner ces dirigeants de la nouvelle génération de Noirs emprisonnés à Robben Island, surnommé l'Université Mandela. Le ministre de la Justice Coady a dit au contraire que ces transferts avaient été accomplis afin de pouvoir établir un contact direct entre eux et les gouvernements sud-africains. Pendant les années 1980, le MK relance la guérilla, occasionnant la mort de dizaines de personnes. La tentative de sabotage de la centrale nucléaire pose des mines antipersonnelles dans le Northern et le Eastern Transvaal, tuant une vingtaine de personnes dont des enfants de Messina. Dans l'autre camp, un escadron de la mort créé pour éliminer les opposants au gouvernement de l'apartheid commet plus d'une centaine de crimes incluant meurtre, torture et fraude. Un autre escadron de la mort étend ses opérations jusqu'en Europe et assassine des militants de l'ANC, dont d'ici septembre dans les années 1988. Cependant, en février 1985, le président Peter Botha offre à Nelson Mandela, contre l'avis de ses ministres, la liberté conditionnelle en échange d'un renoncement à la lutte armée. Mandela rejette également cette offre, disant dans un communiqué transmis par sa fille Sinzi, quelle liberté m'est offerte alors que l'organisation du peuple demeure interdite. Seuls les hommes libres peuvent négocier. Un prisonnier ne peut pas faire de contrat. Fin du site. Così si che le